La Grande-Bretagne des rois Georges. En un peu plus d'un siècle, un royaume jusque-là concentré sur ses affaires internes et qui sort tout juste d'une guerre civile sanglante va devenir une superpuissance mondiale. Ce formidable changement s'opérera grâce à des rois issus, comme leurs épouses, de la noblesse allemande. Venus du Hanovre, un territoire du Saint-Empire romain germanique, ils sont parachutés à la tête d'un peuple qui va tour à tour les aimer et les haïr. Eux se détestent viscéralement. Des dessins satiriques ont dépeint Georges Ier comme un navet. Ce qui était au départ une dispute d'ordre privé vire au scandale public. Quand votre père a exilé votre mère, il y a des chances pour que vous soyez assez perturbé dès l'enfance. Une page de l'histoire britannique marquée par des coups bas, des querelles, des trahisons. La Grande-Bretagne est continuellement en guerre au XVIIIe siècle. Ces rois accumulent les histoires choquantes. Sa mère le traitait de monstre. Il s'était entiché d'une actrice au point de la harceler. Georges IV était du genre à se dire « Oh, ce n'est pas permis ?» Comme c'est intéressant, je vais le faire. Bref, c'est le chaos et la tourmente chez les ancêtres des Windsor. « 1714. Un Allemand monte sur le trône d'Angleterre et se fait appeler Georges Ier. Son intronisation ouvrira un nouveau chapitre de l'histoire de la Grande-Bretagne et du monde entier. Né à Hanovre, où il a grandi, cet homme ne s'attendait pas à devenir roi. Catapulté sur le trône britannique par un extraordinaire concours de circonstances que ni lui ni ses nouveaux sujets n'auraient pu imaginer, il ne part pas vraiment d'un bon pied. On soupçonne ce monarque étranger, peu enclin à apparaître en public, de cacher des secrets inavouables. Tout au long de son règne, Georges Ier aura le plus grand mal à gagner le cœur des Britanniques et à défendre sa couronne contre la rébellion armée. Pour comprendre l'extraordinaire histoire de son arrivée au pouvoir, il faut remonter le temps jusqu'à une époque où Georg Ludwig, alias Georges Louis, ne se doutait pas le moins du monde qu'il régnerait un jour sur l'Angleterre. Fils aîné d'Ernest Auguste, duc de Brunswick-Lunebourg, et de sa femme Sophie, Georges Louis est né le 28 mai 1660 à Hanovre. Sa famille, la célèbre maison de Hanovre, contrôle alors un duché d'une certaine importance dans le Saint-Empire romain germanique. Le Saint-Empire romain était une entité vraiment très complexe. C'était un patchwork de divers territoires. La souveraineté suprême était détenue par la maison de Habsbourg, qui fournissait les empereurs. Au sein de cet empire, posséder un territoire est synonyme de richesse et d'influence, surtout quand on a l'ambition d'Ernest Auguste et de Sophie. Ernest Auguste était particulièrement drogué au pouvoir. Et Sophie de Hanovre passait pour une femme très intelligente, attirante et intéressante. Tout le monde l'aimait. Les deux ont de grandes ambitions pour leur fils. Ils veulent absolument qu'ils fassent un bon mariage pour renforcer leur position. Leur priorité était de consolider la notoriété des Hanovres et de gagner en importance dans le Saint-Empire romain. Lorsqu'il atteint l'âge de 20 ans, tout est déjà organisé pour qu'il épouse sa cousine, Sophie Dorothée de Celles.
Pour la maison de Hanovre, cela fait partie d'un plan d'action global. En mariant Sophie Dorothée au futur Georges Ier, il s'agit de réunir les terres des deux familles. C'était l'épouse parfaite. Elle va apporter une énorme dot. Elle va hériter d'une grande partie des terres de son père, qui était le duc de Brunswick. Ce mariage était une excellente alliance politique. Hélas, la décision d'obliger Georges à faire un mariage politique plutôt qu'un mariage d'amour aura des conséquences désastreuses qui se répercuteront sur toute la dynastie. Cousins germains, Georges et Sophie se connaissent depuis des années, mais ils ne se sont jamais entendus. Et Sophie n'est absolument pas ravie à l'idée de ce mariage, d'autant plus que Georges n'est pas franchement bel homme. Néanmoins, quelles que soient ses réticences, le mariage a lieu. Au début, les époux font des efforts. Elle était jeune, et je crois qu'elle est arrivée à la cour de Hanovre avec l'intention d'être une bonne épouse, prête à embrasser son rôle. D'un point de vue dynastique, il est important que ça marche. La maison de Hanovre veut assurer son avenir. Et elle a toujours un œil sur l'étape suivante. Sophie remplit sa part du contrat dans l'année. En novembre 1683, elle donne naissance à un fils, un autre Georges. Politiquement parlant, ils ont accompli leur devoir. Ils ont produit un héritier. C'était la mission principale de Sophie dans ce mariage. S'ils ont formé l'union dynastique parfaite et donné un héritier à la couronne, sur le plan personnel, le mariage se révèle catastrophique. Sophie Dorothée est très différente de Georges Ier. Elle aime faire la fête, elle aime être vue, elle aime toute la séduction et l'éclat de la cour. Bref, elle a une personnalité aux antipodes de celle de son mari. Alors que son mariage malheureux bat de l'aile, Georges s'éprend de la demoiselle d'honneur de Sophie, Mélusine von der Schulenburg. Ils nouent une liaison passionnée. Mélusine n'est pas d'une grande beauté. Mais elle sera le grand amour de sa vie et un soutien crucial quand, des années plus tard, le prince allemand deviendra roi de Grande-Bretagne. Le tempérament de Mélusine von der Schulenburg n'a rien à voir avec celui de Sophie Dorothée. Pour Georges Ier, elle est une bouffée d'air frais. Mélusine était grande et très mince, mais surtout, c'était quelqu'un de calme. Et je crois que c'est ce qui plaisait tant à son amant. À l'époque, c'était plus ou moins dans l'ordre des choses que les ducs, les princes électeurs et les rois aient des maîtresses. Les hommes de pouvoir, donc. Sophie Dorothée n'apprécie guère que son mari affiche ouvertement sa relation avec Mélusine, et de violentes querelles éclatent entre les époux. Leurs disputes sont explosives. Elle a un caractère bien trempé, et lui aussi quand on le provoque. Et ils ne sont pas du genre à se réconcilier sur un baiser. Se sentant de moins en moins proche de son mari, Sophie commence à son tour à chercher l'amour en dehors du mariage. Elle le trouve dans les bras d'un comte suédois fringant, Philippe Christophe, comte de Königsmarck. À l'époque, qu'une femme prenne un amant n'allait pas de soi. Quand Sophie Dorothée rencontre Philippe Christophe, un homme charmant, bien de sa personne, elle tombe amoureuse de lui. Mais lorsque Georges apprend que sa femme veut partir avec le comte, les choses tournent mal. À mes yeux, ils étaient vraiment amoureux. Ce n'était pas une simple liaison. Ils se sont écrits des lettres pendant des années. Malheureusement, ce sont précisément ces lettres qui ont fait éclater leur histoire au grand jour. Ça l'a rendu fou furieux, il était scandalisé. Ce qui est surprenant si l'on considère qu'il avait lui-même des liaisons tout le temps sans s'en cacher.
Cette liaison, qui aurait dû se résumer à être embarrassante pour George personnellement, s'est transformée en affaire d'État, au point de mettre en péril l'avenir de la dynastie. C'est pourquoi Ernest Auguste, le père de George Ier, a décidé que Philippe Christophe de Königsmarck devait disparaître. Une nuit, alors que le comte se rend dans la chambre à coucher de Sophie, il est assassiné. Son corps aurait été plus tard retrouvé dans la rivière Line. Il est fort probable qu'il se soit agi d'un meurtre commandité par George. Un certain nombre d'éléments indiquent qu'il a fait disparaître le comte et l'a envoyé nager avec les poissons dans la rivière. George Ier est-il directement impliqué dans ce meurtre, ou est-ce que d'autres l'ont commis à sa place pour lui permettre de nier de manière plausible toute implication? La question reste ouverte. Mais la vengeance de George ne s'arrête pas là. En 1694, il fait dissoudre son mariage et interner Sophie Dorothée à vie au château d'Alden. À partir du moment où George a découvert que sa femme le trompait, il l'a empêché de voir les enfants. Une fois libéré de cette épouse encombrante, George peut se concentrer sur ses devoirs. En 1692, son père s'est vu décerner le titre de prince électeur de Hanovre. Le Saint-Empire romain germanique était dirigé par un empereur. Or, on ne naît pas empereur, on est élu empereur. Et qui élit l'empereur? Les princes électeurs. Si bien qu'être l'un de ces princes électeurs signifie avoir un grand pouvoir et beaucoup d'influence. Quand son père meurt en 1698, George hérite du titre de prince électeur. Un avenir paisible et sûr semble se déployer devant lui. C'est du moins ce qu'il croit, jusqu'à ce qu'il se voit attribuer un titre tout à fait inattendu. De l'autre côté de la Manche, la succession au trône ouvre une crise politique. Le pays est encore en train de se remettre d'une violente guerre civile entre les partisans de la maison Stuart, une dynastie de monarques catholiques, et ceux du Parlement, strictement protestants. Le problème avec les Stuarts est qu'ils avaient tendance à épouser des catholiques, si bien que leur position religieuse n'était pas claire. Et cette ambiguïté posait un problème au peuple britannique, comme aux classes dirigeantes. Ils se sentaient menacés. C'est ce qui a motivé la Glorieuse Révolution. Le but étant de forger une dynastie protestante irréprochable. Mais ce qui s'est passé, c'est que 3 monarques n'ont pas eu d'héritier. Et la situation est devenue compliquée pour les Britanniques. Du fait que les rois protestants ne pouvaient pas assurer leur descendance, la maison de Hanovre est entrée en lice. Si Marie Stuart et Guillaume d'Orange n'ont pas eu d'enfants, George Ier, lui, vient sans reine, mais avec son héritier qui est marié et qui a lui-même des enfants. Donc tout ce qu'ils visaient lors de la Glorieuse Révolution, ils l'obtiennent avec un duc de Hanovre. En 1688, le roi catholique Jacques II d'Angleterre est renversé et fuit en France. L'acte d'établissement voté et promulgué en 1701 interdit l'intronisation d'un roi favorable au catholicisme. Mais en résolvant une crise, le Parlement britannique en entraîne une plus grave. L'acte d'établissement était une réaction contre le règne de Jacques II d'Angleterre, qui était catholique, et qui, une fois au pouvoir, avait manifesté des signes inquiétants d'absolutisme, ce que redoutaient les protestants. Maintenant, est-ce que cette tendance absolutiste se serait concrétisée? Aurait-elle été aussi prononcée qu'on se l'imaginait?
C'est sujet à débat, bien sûr. Toujours est-il que l'acte d'établissement visait à s'assurer que la Grande-Bretagne n'aurait plus de monarque catholique, que seuls des protestants pourraient hériter de la couronne. En 1702, le royaume est confié à Anne Ier de Grande-Bretagne, la deuxième fille de Jacques II. C'est une Stuart, mais elle est protestante et le Parlement est satisfait. Hélas, la reine Anne multiplie les fausses couches. Elle en fera 17 en tout. Et l'on craint de plus en plus qu'elle ne puisse fournir d'héritiers protestants au trône d'Angleterre. C'est très difficile à accepter pour elle, en tant que membre d'une dynastie, d'échouer à assurer sa continuité. Et en même temps injuste, parce que ce n'est pas quelque chose qu'elle peut contrôler. Toujours est-il qu'elle n'a pas réussi à assurer la ligne de succession. Puisqu'il est de moins en moins probable qu'Anne enfante un héritier, on cherche un parent protestant qui puisse lui succéder. Mais ce n'est pas une mince affaire. Tous les proches parents de la reine sont catholiques. Le Parlement doit donc élargir les recherches. Et c'est ainsi que, de façon tout à fait inattendue, la maison de Hanovre va se retrouver sur le devant de la scène. L'acte d'établissement a essentiellement pour but d'exclure les catholiques de l'accès au trône d'Angleterre. Le prochain héritier du trône doit donc forcément être protestant. Et c'est ce qu'on était à Hanovre. Il s'avère que le plus proche parent protestant d'Anne d'Angleterre vit outre-Manche, dans le Saint-Empire romain germanique. Il s'agit de la duchesse Sophie, mère de Georges Louis. Une cinquantaine de personnes sont passées en revue avant qu'on ne trouve celle qui convient. Et c'est Sophie, l'électrice consort de Hanovre, qui est un peu plus âgée qu'Anne et vit en Allemagne. Elle n'a jamais mis les pieds en Grande-Bretagne. Bien qu'il y ait beaucoup de liens du sang plus étroits avec la couronne, la mère de Georges arrive en tête dans l'ordre de succession au trône britannique, immédiatement suivie de Georges Louis. C'était tellement improbable quand on pense à quel point il était loin dans l'ordre de succession. Il n'avait même certainement jamais songé à cette éventualité. Sa priorité, c'était le Hanovre. Et comme son destin de roi d'Angleterre était tout sauf gravé dans la pierre, il n'y avait absolument pas réfléchi. La mère de Georges ne deviendra jamais reine. Elle meurt quelques semaines avant Anne, en juin 1714. Anne a seulement 49 ans, mais elle est malade et elle s'éteint le 1er août. Sa mort propulse Georges Louis sur le trône. Il tient toutefois à régler les affaires officielles à Hanovre avant de prendre le bateau pour l'Angleterre, malgré la pression du Parlement britannique. Ce n'est qu'un mois plus tard qu'il traverse la Manche vers un avenir incertain. C'est un homme qui a très rarement quitté Hanovre et n'est jamais allé jusqu'en Grande-Bretagne. Il ne connaît rien au pays, ni au sujet qu'il est censé gouverner. Ça a dû être très intimidant pour lui. Le 18 septembre 1714, Georges débarque à Greenwich. Curieuse de voir son nouveau roi venu d'Allemagne, une formidable foule s'est amassée le long du quai. Quand Georges arrive en Grande-Bretagne, c'est un de ces merveilleux moments où il accepte qu'on lui consacre une cérémonie en grande pompe. Ce n'est pas quelqu'un de très porté sur l'ostentation ou le chic, mais il tolère qu'on déploie tout ce faste autour de lui. Ça a dû être un magnifique spectacle pour Greenwich. La foule est particulièrement intriguée par les deux silhouettes féminines qui accompagnent le roi, dont aucune ne semble être la reine. De fait, il arrive en compagnie de deux femmes qui sont très importantes pour lui. L'une est sa maîtresse, Mélusine von der Schulenburg, et l'autre sa demi-sœur, Sophie Charlotte von Kilmansegg. Elles sont instantanément des objets de fascination pour le peuple britannique, qui imagine qu'elles sont toutes les deux ses maîtresses. C'était un curieux entourage pour le roi, que tout le monde ne comprenait pas. Si la compagnie de ces dames fait jaser les simples sujets,
L'establishment protestant, lui, s'accommode volontiers des arrangements amoureux du roi. Pour le Parlement, tout ce qui compte, c'est que le nouveau monarque ait déjà des héritiers protestants aptes à prendre sa succession, son fils George et son petit-fils Frédéric. Il a déjà un fils qui est marié et qui a commencé à avoir des enfants lui-même. La lignée royale arrive donc au complet, prête à l'emploi. Le roi et ses héritiers sont installés ensemble en Grande-Bretagne en tant que nouvelle ligne dynastique. Une ligne dans laquelle on place de grands espoirs. Le couronnement a lieu le 20 octobre à l'abbaye de Westminster. Toute la crème de la société britannique y assiste. Toutes les personnes présentes à la cérémonie du couronnement sont ravies, parce que ce sacre est synonyme de stabilité. Avec un roi protestant, ils n'auront pas à s'inquiéter pour leurs terres, leur argent, leur position et leur pouvoir. George Ier est une nécessité stratégique pour la Grande-Bretagne. La clé est qu'il est protestant et qu'il assure la succession protestante. Le commun des mortels voit les choses différemment. Il y a des émeutes. Les gens crient « Abat Hanovre ». Ils écrivent sur les murs « Non aux étrangers ». Dans un petit village, les habitants ont même habillé de noir leur arbre de mai en signe de deuil, comme pour dire qu'ils pleuraient l'ancienne façon de faire catholique. Ce roi n'était absolument pas le bienvenu. Il est considéré comme un étranger, quelqu'un qui ne comprend pas forcément les mœurs anglaises. L'anglais n'est pas sa langue maternelle. Passera-t-il beaucoup de temps en Angleterre? Aime-t-il le pays? Beaucoup de gens sont perturbés par ce changement soudain. Son cœur était encore au Hanovre. L'Angleterre ne l'enchantait pas tant que ça. Le fait que George vienne du Hanovre lui vaut beaucoup de moqueries. Dès son arrivée, il est surnommé le roi des navets. Les gens piquent des bâtons dans des navets et déambulent dans les rues en les brandissant. Et ça n'a rien d'affectueux. C'est une façon de signifier qu'on le voit comme un homme venu d'une province isolée, guère mieux qu'un fermier, qui plus est étranger. Les navets n'étaient pas des légumes anglais, ils venaient d'Europe. On s'en servait pour se moquer de lui. Les émeutes se poursuivent plusieurs jours après le couronnement. Ce n'est pas un incident isolé ni une poignée de personnes qui se plaignent. C'est la voix de la nation. Le peuple de Grande-Bretagne n'accepte pas ce roi comme leur souverain. George avait espéré un autre accueil. Il comprend qu'il doit modifier la perception populaire qu'on a de lui en tant qu'étranger installé quasiment par hasard sur le trône britannique. Une fois couronné, George Louis se met à signer George Rex, à l'instar des rois britanniques précédents. Mais il lui faudra bien plus qu'une nouvelle signature pour gagner les faveurs d'un royaume contrarié et divisé. Il aurait été illusoire de penser que le trône était acquis une fois pour toutes, que ça allait être simple. Il n'est pas du tout certain que George Ier ferait long feu en Angleterre. Horrifié par la férocité des mouvements de protestation, George se console dans les bras de Mélusine, qui demeure sa plus proche confidente. Ils n'étaient pas mariés, mais ils entretenaient une très bonne relation, pour ainsi dire en avance sur leur temps. Si les Britanniques sont encore globalement très sceptiques quant à leur nouveau roi, un groupe lui est furieusement opposé, celui des Jacobites, partisans des Stuarts et de Jacques II. Selon eux, celui-ci n'aurait jamais dû être exilé. Et l'héritier légitime du trône est son fils catholique, Jacques-François-Édouard, qu'ils appellent volontiers Jacques III. Beaucoup de Britanniques soutiennent la cause jacobite
et veulent que l'on rende le trône aux Stuarts. Ce soutien vient d'une large communauté catholique. Parce que, bien sûr, Jacques II lui-même était catholique. Mais là où il y a le plus de partisans, c'est en Écosse, dans les Highlands. En octobre 1715, une armée de 20 000 hommes menée par John Erskine, comte de Mar, prend le contrôle de la plus grande partie des Highlands, puis marche sur l'Angleterre, cap vers le sud. Un an à peine après le couronnement de George, le règne des Hanovres semble en situation précaire. Fin décembre, Jacques Stuart quitte la France où il était exilé et débarque en Écosse pour revendiquer le titre de souverain légitime de la Grande-Bretagne. Ses partisans espéraient qu'il amènerait avec lui du renfort militaire. Mais le prétendant au trône arrive seul et le moral des troupes s'effondre. La progression des Jacobites s'arrête. Je ne suis pas sûr que le comte de Mar ait été le meilleur chef militaire qui soit. Par deux fois, il a ordonné la retraite au mauvais moment, pensant avoir déjà gagné la bataille. C'est ainsi que les forces gouvernementales ont pu repousser les Jacobites en Écosse, à Perth. Fin janvier, la rébellion s'effondre et Jacques s'en retourne précipitamment en France. Mais la cause jacobite n'est pas morte. Et si la menace a été temporairement écartée, l'insatisfaction des catholiques est une bombe à retardement. Cette rébellion a été un choc pour la maison de Hanovre. Elle lui a rappelé, et c'était probablement l'objectif des Jacobites, qu'elle était vulnérable et que le trône était contesté, que la lignée hanovrienne n'avait aucunement consolidé sa position, qu'elle n'avait pas la main mise sur le trône. Et je pense que ça a largement influencé ce que les rois Georges ont fait après, en vue d'assurer leur place sur le trône. Conscient que son règne peut s'achever aussi vite qu'il a commencé, Georges se lance dans une campagne de relations publiques. Pour se faire aimer, rien n'est plus efficace que de donner une énorme fête. En juillet 1717, Georges offre un spectacle somptueux sur la Tamise. Entouré d'une flottille de bateaux, il parade sur la barque royale sous les yeux de milliers de spectateurs. Il sait qu'il ne s'agit pas simplement de faire une joyeuse équipée sur la Tamise. C'est un événement important, à travers lequel il se présente en tant que monarque. Il doit convaincre en tant que monarque, paré de tous les attributs de la royauté. Sur l'une des barques, on joue des suites pour orchestre commandées spécialement pour l'occasion à Georg Friedrich Händel, un Allemand bien entendu. Il est venu diriger l'orchestre en personne pour cette toute première interprétation de Water Music, musique sur l'eau. C'était un concert fabuleux et l'atmosphère était électrique. Tout Londres est venu y assister. Les gens se pressaient le long du quai, fascinés par ce concert fantastique qui se déroulait devant leurs yeux. C'était gratuit, bien sûr. Et l'astuce a merveilleusement bien marché. Le roi leur est devenu bien plus sympathique. Tout le monde aime la musique et il leur offrait à tous un spectacle fabuleux. Pour la plupart des personnes présentes, c'est un moment incroyable. La musique crée une atmosphère sensationnelle. On n'a jamais vu un tel spectacle à Londres. C'est vraiment un moment clé pour Georges. Ce concert véhicule un message d'espoir et d'optimisme quant à l'avenir de la Grande-Bretagne. Georges sait que ses plus grands atouts sont sa foi protestante et le grand nombre de ses héritiers. Il s'efforce de renvoyer l'image d'un roi guerrier protestant. Une sorte de défenseur militaire de la foi. Je pense que c'est très important. Pour promouvoir cette image, Georges commande une immense peinture murale de la famille royale qui devra agrémenter la grande salle peinte de l'hôpital de Greenwich, un foyer pour les marins retraités de la marine royale.
Entre-temps, le fils de George Ier, le futur George II, a été rejoint en Angleterre par sa femme, Caroline, et leurs 4 enfants. Sur le mur du fond, on a cette formidable image de la dynastie de Hanovre qui se présente comme la continuation de la monarchie britannique. Cette peinture gigantesque affiche clairement leurs ambitions. Tout ce faste, qui fait intervenir la musique et la peinture, bénéficie au roi, que le peuple apprend à apprécier. Malheureusement, George Ier tente également de stimuler l'économie britannique en s'impliquant personnellement dans une nouvelle entreprise commerciale, qui s'avérera être un désastre complet. L'idée est que la Grande-Bretagne peut commencer à se concentrer sur des choses plus importantes. Par exemple, relancer son économie, réfléchir à des moyens de stimuler le commerce pour faire de Londres une plateforme culturelle et commerciale. En 1720, le gouvernement britannique, lourdement endetté, conclut un accord audacieux avec une entreprise financière relativement récente appelée la South Sea Company, ou Compagnie des mers du Sud. En échange du monopole sur le trafic d'esclaves et de marchandises de luxe à destination des Amériques, l'entreprise s'engage à régler les dettes de l'État. Grâce à ce monopole commercial, la Compagnie des mers du Sud domine les marchés en plein essor d'Amérique du Sud, et du Brésil en particulier, mais aussi des autres pays qui bordent les côtes. De nouveaux marchés s'ouvrent, l'or par exemple, puis on découvre le sucre. Et il y a les esclaves en provenance d'Afrique de l'Ouest. La traite des Noirs est en plein essor. Dominer ce marché est synonyme de profits faramineux des deux côtés. La Compagnie des mers du Sud est tellement sûre de son succès qu'elle garantit à ses actionnaires un rendement de 6%. Confiants du fait de l'implication du gouvernement, les gens se bousculent pour acheter ces actions miraculeuses. Le marché s'enflamme. Tout le monde veut des actions. On s'arrache ces titres comme autant de billets de loterie gagnants. Pensant améliorer encore son image, le roi se laisse convaincre de prendre la tête de la société, ce qui a pour effet de faire exploser le prix des actions. Aujourd'hui, beaucoup de gens seraient surpris d'apprendre que les rois étaient aussi directement impliqués dans l'industrie mercantile. Pourtant, dès l'époque d'Élisabeth Ier, ils ont investi dans ces entreprises expansionnistes. Entre mars et août 1720, la valeur des actions de la Compagnie des mers du Sud est multipliée par 10 pour atteindre la somme astronomique de 1050 livres, ce qui équivaudrait à environ 60 000 livres aujourd'hui. Mais c'est une entreprise bâtie sur du sable. La bulle South Sea va bientôt éclater aussi spectaculairement qu'elle a gonflé. La Compagnie des mers du Sud ne gagne pas tant d'argent que ça en réalité. Et c'est bien le problème. Elle rachète la dette de l'État en la transformant en actions, ce qui crée cette bulle. Et la bulle éclate parce qu'elle est construite sur du vent. Et à la minute où les gens prennent conscience que leur investissement ne va pas être aussi fructueux que prévu à long terme, ils se mettent à vendre. Et le prix chute de façon spectaculaire. La valeur de l'action chute de 80%, plongeant le pays dans une crise financière catastrophique. Des milliers de personnes sont ruinées et la colère se répand à travers le pays. Ça a pris de telles proportions que même dans les pubs, il y avait des cartes à jouer qui représentaient la crise de la bulle South Sea. On inventait des jeux. Je te donne 2 de mes cartes contre une des tiennes. Celle qui illustrait la faillite géante de South Sea. Même les gens qui ne savaient pas lire et qui traînaient dans les tavernes étaient au courant de ce qui se passait. Au lendemain du krach, il devient évident que d'importants pots de vin ont été versés pour maintenir le prix de l'action artificiellement élevé. Une sombre affaire à laquelle sont mêlés George et sa maîtresse Mélusine. Mélusine von der Schulenburg figure au premier rang des personnes qui ont reçu des actions. Et étant la maîtresse du roi, elle le met dans une situation compliquée. Il a des actions, elle a des actions,
Quand la bulle éclate, le roi et la monarchie se retrouvent dans une position très délicate. C'est embarrassant pour la couronne. À l'heure où des fortunes s'effondrent, la réputation de Georges Ier tombe au plus bas. Tous les bénéfices de la campagne que Georges Ier avait menée pour s'attirer les faveurs du peuple partent en fumée. La bulle South Sea, qui échappe en grande partie à son contrôle, a un impact négatif considérable sur l'image que renvoie la monarchie. On la voit désormais comme une institution corrompue. Et cela risque de nuire grandement à la maison de Hanovre. Le roi subit de plein fouet le désamour de ses sujets et de surcroît, sa vie privée est de plus en plus tourmentée. Conséquence directe des événements qui se sont déroulés à Hanovre, bien avant que Georges ne mette le pied sur le sol britannique. Le traitement brutal qu'il a réservé à sa femme, condamnée à l'exil, s'avère traumatisant pour leur fils, le futur Georges II. Cette séparation forcée l'a amené à éprouver une haine viscérale à l'égard de son père. Quand votre père a exilé votre mère et probablement assassiné son amant, il y a des chances pour que vous soyez assez perturbé dès l'enfance. C'est ce qui est arrivé à Georges II. La haine que se vouent les deux Georges s'intensifie quand Georges Ier devient roi. Le ressentiment que Georges Ier a à l'égard de son fils vient du fait qu'en Grande-Bretagne, Georges II est bien plus populaire en tant que prince de Galles que son père ne l'est en tant que roi. Ils ont des tempéraments très différents. Georges II aime l'ostentation, il est très sociable et extraverti, tandis que Georges Ier est plus discret. La tension entre père et fils atteint son paroxysme quand le roi commence à interférer dans les affaires du prince de Galles. Georges Ier est retourné au Hanovre plus de 10 fois. À l'époque, ce genre de voyage n'était pas aussi simple qu'aujourd'hui. Ça représentait toutes sortes de contraintes. Mais il les assumait volontiers pour avoir le plaisir de retrouver ses terres natales. Le Hanovre était un échappatoire pour lui, et aussi l'occasion de recharger ses batteries, ce dont il avait grand besoin, je crois. Parce que gouverner la Grande-Bretagne au XVIIIe siècle, ce n'est pas simple non plus, et aucun des Georges n'a trouvé cela facile. C'était donc l'occasion pour lui de respirer un peu. En outre, ces voyages lui permettent de surveiller les agissements politiques au sein de l'électorat. Mais le fait qu'il divise son temps entre le Hanovre et la Grande-Bretagne n'améliore pas ses rapports avec ses sujets britanniques. Il se voit encore comme un prince allemand. De son point de vue, le centre du pouvoir, c'est le Saint-Empire romain. C'est pourquoi il ressentait ce besoin de surveiller ce qui s'y passait. Il s'est retrouvé entre le marteau et l'enclume, à devoir essayer de contenter deux populations qui se disputaient son temps. C'était là un exercice d'équilibriste qu'il maîtrisait mal. Georges Ier savoure les occasions d'impressionner ses rivaux européens. La Grande Fontaine a été inaugurée en 1721 et nous la devons à Georges Ier. Il s'était rendu à Versailles, où dans les jardins il avait vu une fontaine qui faisait une douzaine de mètres de haut. En tant que roi d'Angleterre, il voulait surpasser le roi de France. Et il a donc ordonné qu'on en installe une plus grande dans le jardin du palais de Herrenhausen. Cela a coûté beaucoup d'argent et de temps. Mais au bout du compte, il a pu exhiber une fontaine presque 2 fois plus haute que la fontaine française. Alors que Georges Ier s'efforce péniblement de concilier ses rôles de roi d'Angleterre et d'électeur du Hanovre, une découverte inopinée lui offre l'occasion de redorer son blason. En 1726, un enfant sauvage est trouvé dans une forêt à quelques kilomètres seulement du palais de Herrenhausen.
Il devait avoir entre 10 et 12 ans et il ne parlait pas. Il était complètement sauvage et, selon toute vraisemblance, orphelin. Lorsqu'il entend parler de cet enfant, George ordonne qu'on le fasse venir. Captivé par son étrange attitude, il fait de lui un membre de la cour royale et l'emmène à Londres, où il sera connu sous le sobriquet de Peter le garçon sauvage. L'arrivée de Peter au palais fait sensation. On le regardait comme une curiosité, presque comme un animal de cirque. Il ne connaissait rien à l'étiquette, bien sûr, et il était incapable d'entretenir de quelconque relation avec les gens. Il est là pour divertir la galerie, à l'instar des bouffons dans l'ancienne tradition européenne. Mais d'un autre côté, ce curieux personnage soulève toutes les questions centrales que l'on commence à se poser au siècle des Lumières, sur la civilisation, la nature humaine, ce que cela signifie d'être humain. Si, dans un premier temps, Peter le garçon sauvage augmente la popularité de George Ier, rapidement, les gens se lassent de cet humain de compagnie exotique, si bien qu'il finit par être congédié. On l'envoie vivre dans une ferme, et George est de retour à la case départ. Diriger deux États différents et devoir constamment se battre pour gagner l'affection de ses sujets sont des fardeaux de plus en plus lourds à porter. En 1727, tandis qu'il retourne une fois de plus dans son cher duché de Brunswick-Lunebourg, George Ier est victime d'une grave attaque cérébrale. Sa loyale maîtresse, Mélusine, qui voyageait séparément, se précipite à son chevet. Le 22 juin 1727, George Ier meurt après avoir occupé pendant 13 ans le trône d'Angleterre. Contre toute attente, il a réussi à conserver la couronne toutes ces années et à la léguer à son héritier. Il le déteste certes, mais la succession dynastique passe avant tout. Son règne n'a pas franchement été considéré comme une grande réussite, si bien que quand il est mort, les gens n'ont peut-être pas été soulagés, mais disons qu'ils ne l'ont pas pleuré très longtemps. On peut presque voir le règne de George Ier comme une sorte de période transitoire. Il clôt un chapitre très difficile de l'histoire britannique et installe maladroitement une nouvelle dynastie. Ce que George Ier a apporté au pays, c'est la stabilité. Il n'était pas lui-même un monarque particulièrement populaire, et certainement pas un monarque charismatique, mais il a insufflé à la nation britannique un sentiment d'optimisme, de foi en l'avenir, et il laisse derrière lui une famille royale fonctionnelle, bien que légèrement perturbée. À son arrivée, c'était le chaos, et à l'heure de sa mort, la situation s'était considérablement apaisée. La succession démontre à quel point les 13 années de règne de George Ier ont été couronnées de succès. Car au regard des critères européens de l'époque, elle se solde par une transition incroyablement fluide vers le règne de son fils.